Aujourd'hui, savoir en quoi le RGPD, en effet, le c'est masculin puisque c'est un règlement, me concerne en tant que coach, que TPE, que micro-entrepreneur, connaître le minimum à mettre en place et comprendre ce qu'on attend de vous, ce que la loi vous oblige. Alors, les sources, eh bien, évidemment, la CNIL, la FCDP, le DPB. Florian, je te laisse prendre le micro et nous Oui, expliquer tout ça et prendre la main sur les ok. slides. C'est parti. Il y a pas de souci. Merci, merci Xavier. Donc, rebonjour à tous. Je vais essayer d'être le plus clair possible en une demi-heure. On ne peut pas résumer le RGPD en une demi-heure, malheureusement, mais je vais faire le maximum, je vais faire le maximum pour ça. Euh, du coup, le RGPD, donc Kesako, qu'est-ce que ça veut dire déjà? On pense que on pense que c'est une idée reçue. C'est-à-dire que on pense que c'est tout nouveau, qu'il n'y avait jamais rien avant. C'est faux, hein. Il y a la loi informatique et liberté de 1979. Euh, c'est la loi informatique et liberté. Vous la connaissez déjà parce que c'est c'est tout ce qui va concerner en fait les données que vous pouvez déjà collecter déjà à l'époque. Ça date même c'est vieux, hein, 79. C'était les prémices de l'informatique. Ensuite, on pense que la plupart du temps, on n'est pas concerné car vous êtes tout seul, vous êtes tout petit, vous êtes une TPE, mais c'est faux, tout le monde est concerné, aussi bien les grandes structures que les petites TPE, même les associations sont concernées. On pense aussi qu'on n'est pas concerné, que ça fait déjà 3 ans, donc du coup, on n'est pas, on nous a oubliés. Du coup, au niveau du son, excusez-moi, est-ce que c'est mieux? Parlez plus fort, vous pouvez le micro. Est-ce que là, c'est mieux? Je viens de voir ça. Si vous pouvez juste me Ouais, dire c'est dans les bon, on commentaires. t'entend, Ouais, Florian. allez, super. Donc, on pense que c'est vieux et finalement, attendez, je vais juste augmenter un petit peu le son. Voilà, ça sera peut-être mieux là. Donc, du coup, on pense que c'est vieux, que ça a plus de 3 ans, mais non, tout le monde est concerné, même si vous venez de créer votre structure. Et enfin, c'est compliqué. Alors, moi, je vais essayer de rendre ça le moins compliqué possible, mais j'espère pouvoir apporter quelques lumières au RGPD. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire le RGPD? C'est le règlement général sur la protection des données. En anglais, vous verrez peut-être l'anglicisme, c'est le General Data Protection Regulation, donc GDPR. Vous verrez souvent passer, vous verrez souvent passer. Donc le RGPD a 99 articles. Il est applicable depuis le 25 mai 2018, sachant qu'il a été voté depuis 2016. Donc en fait, l'Union européenne a laissé 2 ans au pays et aussi aux entreprises pour se mettre en conformité. Mais depuis le 25 mai 2018, c'est un peu la date anniversaire enfin, la date anniversaire, pardon. C'est la date que tout le monde a retenue. Et depuis cette date-là, tout le monde essaie de se mettre en conformité là-dessus. En fait, le but, c'est d'unifier toutes les règles entre tous les pays européens. Chacun avait ses règles avant. La France était un petit peu précurseur justement avec la loi informatique et liberté de 1979. Mais le but, c'est de parler d'une seule voix. C'est un petit peu le but de l'Union européenne aussi, c'est d'avoir une seule règle commune pour le marché commun. Et au départ, tout le monde criait après cette réglementation parce que ça allait rajouter des complications. Mais au contraire, maintenant, on voit que le RGPD est devenu un modèle de référence parce il a inspiré notamment le RGPD en Californie, dont je ne me rappelle plus le nom. Le RGPD en Californie, au Brésil, en Australie, parce que c'est devenu un modèle de référence et au moins on sait à quelle sauce on va être mangé avec ça. Enfin, à quelle sauce on va être mangé. Au moins, à quelle sauce on sait, on va nous cuisiner, on va dire. Alors, ce qu'impose le RGPD brièvement, le plus important, c'est de documenter les données personnelles que l'on collecte. C'est ça le plus important à faire. C'est-à-dire que avant, on devait faire des déclarations auprès de la CNIL sur certaines collectes de données. Maintenant, il reste encore des déclarations à faire, notamment si vous filmez l'espace public notamment, si vous filmez l'espace public. Mais là, maintenant, avant, il fallait déclarer à la CNIL. Maintenant, c'est du préventif, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, vous devez prouver votre conformité au RGPD.
En fait, enfin, il faut aussi recueillir un consentement clair. Ça, on va le revoir après par la suite. Parce que ce consentement clair, il est important à avoir, notamment quand vous collectez des adresses mail, des numéros de téléphone, pour de la prospection notamment. Ça, c'est surtout ça qui va vous intéresser, je pense. Aussi, c'est savoir avec qui on travaille et on sous-traite ces données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre ces données à n'importe qui. Si vous utilisez Mailchimp, par exemple, pour envoyer des adresses mail, c'est un sous-traitant de la donnée. C'est-à-dire que lui va sous-traiter votre donnée pour envoyer des adresses mail. Mais c'est un acteur qui est connu, un acteur qui est respecté, on va dire, dans le monde du RGPD. Donc, il a des sécurités qu'il faut pour traiter cette donnée. Et enfin, c'est mettre à jour ces documents juridiques. Je pense notamment aux contrats qu'on peut passer avec ses clients, mais les contrats aussi de travail qu'on peut avoir avec ses salariés, si vous en avez. Mais c'est les relations contractuelles que vous pouvez avoir, notamment avec votre expert comptable, notamment, avec vos différents sous-traitants. Voilà, c'est important d'avoir ces documents à jour. Alors, quels sont les risques? Alors, vous avez souvent entendu parler, je pense, des risques. Donc, c'est 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions plus des dommages et intérêts si non-respect du RGPD. Alors, pourquoi des chiffres aussi impressionnants? Parce qu'avant, les sanctions étaient symboliques. C'était de l'ordre de mémoire, c'était 50 000 euros ou 500 000 euros, je ne sais plus. C'était Google qui l'avait eu à l'époque, la CNIL pouvait donner. Donc là, 500 000 euros pour Google, c'est une seconde de chiffre d'affaires, j'ai envie de dire. Là, on parle autrement. Là, on a un poids qui est beaucoup plus important et ces chiffres, entre guillemets, font peur, notamment pour les petites structures. Mais il n'y a pas que Google qui est impacté là-dedans. Il va y avoir aussi des petites structures. J'ai quelques exemples qui vont vous montrer en fait que ce n'est pas forcément que les grosses structures qui peuvent être impactées. Récemment, on a eu PerformClick qui a été condamné à 7 500 euros pour envoi de spam. Ça date de décembre 2020. En fait, ce qui s'est passé avec PerformClick, c'était une petite structure, c'était une TPE, ils avaient 1 ou 2 salariés, ils faisaient du chiffre d'affaires pour une petite TPE. Mais en fait, ils n'avaient pas de preuve du consentement des personnes à qui ils envoyaient des mails. Et les données conservées, elles étaient conservées sans une durée précise, alors que le RGPD demande à ce que les données conservées soient prévues pour une durée précise. Et enfin, le droit d'opposition, comme se désinscrire. Oui. Oui, Florent. Justement, là, tu parlais de comment il s'appelle, Les données conservées. pour l'envoi des emails. Oui. Pour l'envoi des emails, on utilise tous des plateformes diverses et variées qui sont toutes plus connues les unes que les autres, Mailchimp, etc. Et par exemple, est-ce que si j'utilise Mailchimp, que j'envoie à mes contacts un email Mailchimp, à quel moment en fait je prends leur consentement? Est-ce que c'est lors du premier email, c'est-à-dire la validation de l'adresse, c'est à ce moment-là? Et est-ce que le consentement est géré par Mailchimp et par les éditeurs de solutions d'envoi d'email? Alors oui, pour toutes ces questions, je vais revenir plus en détail. Quand tu parles en fait de recevoir un consentement, par exemple, une personne qui vient s'inscrire qui a une fiche contact, tu demandes à recevoir ton adresse mail pour recevoir un livre blanc, pour s'inscrire par exemple à ce webinaire, etc. Il faut mettre en fait, il y a un petit texte, soit on met un petit texte en indiquant voilà les données à qui je vais envoyer. Ça peut être Mailchimp, ça peut être la plateforme Livestorm, etc. Et ces plateformes-là vont recevoir en fait l'adresse mail. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'après la gestion, effectivement Mailchimp, Sendinblue, etc. ont des possibilités ont des gestionnaires en fait de durée de la conservation des données, mais aussi la personne peut se désinscrire, c'est-à-dire automatiquement dans ces mails-là, c'est dans les templates de base, c'est toujours se désabonner en bas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une volonté,
de vraiment nuire pour enlever ce bouton désabonner, par exemple, qui est en bas de mail. Ou alors, même pas se désabonner, on peut aussi configurer la façon dont on reçoit les mails, etc. C'est vrai, clairement, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être deux choses. C'est soit le double opt-in, c'est ce que tu appelles le double opt-in, par exemple. C'est quand tu reçois en fait un mail qui demande à la personne est-ce qu'elle confirme qu'elle est bien inscrite, etc. Ça, au moins, on est sûr que la personne elle est bien inscrite et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a inscrit à sa place, par exemple. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, merci. Donc ça, c'était donc cet exemple en fait qu'on a eu avec Parfum Click. Ça démontre bien que voilà, il y a aussi c'était une boîte de marketing qui faisait un peu les choses n'importe comment. Clairement, pas beaucoup de, enfin, je connais peu de boîtes de marketing qui font les choses aussi de façon pas aussi propre. Alors là, on a un exemple intéressant. C'est Nestor. Nestor, ils ont été condamnés à 20 000 € pour du scrapping sur LinkedIn. Alors, c'est quoi le scrapping déjà? Le scrapping, c'est le fait de collecter énormément de données, généralement de façon automatisée via des logiciels. Ça peut être sur LinkedIn, beaucoup dans le marketing utilisent ça, mais c'est récupérer énormément de données d'un coup. Scraper, c'est, vous prenez un exemple de gros filet avec sur les fonds marins, on arrive et on scrape tout et on récupère toutes les données. Alors, j'ai résumé ça sous forme de condamné à 20 000 € pour scrapping sur LinkedIn. C'est pas tant le scrapping qui a été donc condamné, mais c'est la façon de faire. Les personnes n'avaient pas reçu le consentement, même si c'était des professionnels. Et surtout, ce n'était pas en relation en fait avec le domaine d'activité. Là, Nestor, en fait, c'était la livraison de nourriture, par exemple, quand on est à la Défense. Ils pouvaient recevoir ces informations. Ils pouvaient recevoir ces informations-là alors que ce n'était pas en accord avec l'activité de la personne. Si par exemple vous vendez un logiciel RH et vous contactez des RH, par exemple du recrutement ou pour, je sais pas, qualifier des salariés, vous pouvez utiliser cet outil-là parce que c'est en accord avec ça. Alors par contre, attention avec le scrapping, c'est de plus en plus particulier parce que surtout que vous pouvez rentrer en contradiction avec les conditions générales d'utilisation par exemple, de LinkedIn ou même sur Le Bon Coin. Souvent, les agences immobilières aiment bien faire ça. Elles aiment bien scraper Le Bon Coin pour récupérer des données et contacter des personnes qui vendent. Ce sont des particuliers. Là, pour le coup, c'est illégal parce qu'en plus, c'est des données personnelles qui sont récupérées. Donc, il y a une condamnation de 20 000 €, alors que Nestor utilisait en plus un outil officiel de LinkedIn là-dessus. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. On a encore un exemple qui date de fin 2020. Des médecins ont été condamnés à 9 000 € pour non-respect de la confidentialité des données. Donc là, on passe sur autre chose. Là, c'est sur les données, des données médicales. Ils avaient des milliers d'images médicales, donc tout ce qui était radio, IRM, scanner. Il n'y avait aucune sécurité. C'est-à-dire que c'était stocké en ligne, sans aucune sécurité, et tout le monde avait accès à ces données, avec les informations de santé des personnes, le nom, le prénom, etc. Donc tout ça, en fait, c'est grave déjà. Parce que même s'il n'y avait pas eu le RGPD, ça aurait été quelque chose de grave. Et surtout, ces médecins savaient que même s'ils n'ont pas les compétences techniques, ils auraient dû faire appel à des spécialistes là-dessus et ne pas stocker ces données-là de façon complètement aléatoire. Comment est-ce accessible en ligne? Alors là, je vois la question de Sandrine. J'ai pas les détails au niveau de la CNIL. Je crois que la CNIL n'a pas été dans le détail, mais c'est par exemple, on se rend compte souvent de ça, c'est-à-dire sur les fichiers WeTransfer ou ce genre de choses. Quand les données vont circuler comme ça, on peut trouver les détails. Ou ça peut être un FTP aussi, ça rentre un peu plus dans la technique, mais un FTP qui est souvent accessible à tout le monde, ou même un Google Drive qui n'est pas protégé. Souvent, les personnes utilisent Google Drive, mais elle n'est pas protégée ou elle n'est pas fermée à certains utilisateurs. À ce moment-là, il y a un risque de fuite de données. Il y a des façons de chercher sur Google, je ne vais pas vous faire un tuto maintenant, mais de trouver des Google Drive qui sont ouverts et de trouver plein de données comme ça. Et là, c'est la responsabilité de la personne. Et en plus, il n'y a pas une notification à la CNIL de la violation des données. Ça veut dire que les médecins auraient dû prévenir la CNIL qu'ils ont eu une intrusion
sur leur Drive ou sur leur FTP, en fait, tout simplement. Mais il y a des outils, maintenant qui sont très, qui sont utiles, là-dessus. Qui sont utiles, pardon, qui sont spécialisés, excusez-moi, pour les médecins, notamment. On a aussi, une agence immobilière qui avait été condamnée, il y a quelques années de ça, à 400 000 € pour mauvaise protection des données. Donc 400 000 €, c'est une paille. En fait, elle proposait une interface pour déposer des documents en ligne. Ça se fait de plus en plus maintenant, comme un Drive en ligne. Sauf que c'était absolument pas sécurisé, c'est-à-dire qu'il suffisait juste de modifier l'URL, donc c'est-à-dire l'adresse mail qui est en haut, on rentrait des chiffres et des lettres de façon aléatoire. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça et on pouvait récupérer des RIB, des copies de carte d'identité, attestation CAF, numéro de sécu et cetera. Donc notamment, donc l'agence immobilière demandait des documents qui n'étaient pas non plus qui ne concernaient pas forcément la location de biens, mais en plus, les documents, demandés n'étaient absolument pas protégés et en plus, elle s'est faite condamner parce qu'elle a eu 3 mises en demeure avant que le problème ne soit réglé. C'est-à-dire qu'en gros, elle a dit: «La CNIL cause toujours tu m'intéresses». Alors que quand on a reçoit une notification de la CNIL, bah, il faut de suite réagir et comment dire? Faites attention aussi par rapport à ça, il faut faire, comment dire? Souvent, ce seront soit des clients, soit des personnes qui ne sont pas très contentes de la façon dont vous gérez, leurs données, qui vont envoyer un message à la CNIL pour leur dire, «Regardez cette personne, elle fait pas des choses, enfin, elle fait pas des choses conformes au RGPD». C'est ce qui s'est passé notamment avec Carrefour, en fin d'année. Pour prendre un gros exemple, ils ont une condamnation à 3 millions 000 parce qu'ils faisaient, pareil au niveau, ils avaient des problèmes de cookies et des problèmes aussi au niveau de pareil, de la collecte de données. Donc il y a les gros, mais il y a aussi les petites structures qui sont concernées. Donc voilà pour les exemples. Donc depuis tout à l'heure, je parle de données personnelles, mais en fait, c'est quoi une donnée personnelle? Beh, c'est toute information, relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Donc ça peut être le nom, le prénom, mais ça peut être aussi, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, ça peut être aussi, un numéro de téléphone. Donc c'est plusieurs éléments qui permettent de retrouver l'identité de la personne, ou c'est toute opération, ou ensemble d'opérations, automatisées ou non, portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé. C'est un peu lourd à dire, mais en fait, ça permet de comprendre, c'est-à-dire que, pris de manière globale, les données à caractère personnel, par exemple, une adresse toute seule n'est pas une donnée à caractère personnel. On la regroupe, par exemple, à un nom, ça devient une donnée à caractère personnel. Donc là, on a un petit exemple. Identification directe, nom, adresse, code postal, la ville, la photo évidemment. Une donnée identifiante, ça peut être une adresse IP, un numéro d'immatriculation. La géoloc, donc la suivi de véhicule en temps réel, ça c'est notamment le cas quand vous avez des salariés. Une empreinte digitale, quand il y a la gestion des accès à une société et enfin une adresse mail aussi qui peut être aussi considérée comme une adresse personnelle. Et là j'ai une question, excusez-moi. Si une personne vous envoie des informations comme une radio ou un compte rendu médical par mail, est-on à risque? Oui, en fait, enfin, tout dépend. Moi, je considère que c'est à risque parce que c'est une donnée sensible, en fait, ce que j'appelle une donnée sensible. On rentre pas trop dans les détails, ici, mais il y a des données, ce qu'on appelle des données à caractère sensible. C'est tout ce qui va être de domaine médical, religieux, politique, syndical, orientation sexuelle et cetera. Et donc pour moi, c'est une donnée sensible, donc communiquer une information, comme ça, communiquer une information, médicale, par mail, pour moi, c'est dangereux. Alors ce que pourrait faire, par exemple, le médecin qui envoie l'adresse mail, c'est de dire: «Beh, voilà, j'ai par exemple, les labos font ça souvent pour excusez-moi, les données, enfin, pour tout ce qui est résultats sanguins et cetera, ils envoient un mail, mais le mail n'est pas lisible. C'est-à-dire qu'on doit rentrer un code qui nous a été transmis au moment où on est venu et cetera, un code aléatoire. Ça, par exemple, ce serait, ça pourrait être intéressant pour transmettre une information. Alors, comment être en conformité? Là, je vais reprendre en fait ce que dit la CNIL. Juste pour revenir sur la CNIL, c'est un petit peu fouillis, mais c'est vraiment un domaine qui est très intéressant et malheureusement, c'est pas très bien structuré. Donc le problème, c'est que, souvent, on va avoir comment dire? Des, heu, des informations qui sont pas assez structurées pour pouvoir aller les chercher. Donc du coup, vous êtes obligé de passer par moi pour
pour structurer l'information. Donc la CNIL, ce qu'elle préconise, c'est 4 étapes. Donc on va les voir une par une. Constituer un registre des traitements des données, faire le tri dans ces données, respecter les droits des personnes et enfin sécuriser vos données. Alors excusez-moi, je reprends les questions au fur et à mesure. Xavier me dit, Xavier Bouchonneau: «Un email reprenant tous les emails échangés depuis l'origine des échanges peut-il être considéré comme non conforme? Pratique d'un client vis-à-vis d'un cabinet de courtage». Alors tout dépend de ce qui est dit dedans, j'ai envie de dire. Tout dépend de ce qui est dit dedans, c'est-à-dire que s'il y a des données personnelles du client, je dirais qu'il faudra avoir le consentement du client. C'est-à-dire que, à la base, quand vous allez c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des documents juridiques, quand vous allez transmettre les données de vos clients, il faut bien leur dire: «Moi, je vais travailler avec telle et telle personne». Notamment, je sais pas, ça va être l'expert comptable s'il doit recevoir une information, je vais envoyer ces informations-là à ces personnes. Est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, est-ce que vous êtes d'accord? Vous le mettez dans le contrat et vous dites directement: «Oui, je suis d'accord, à ce que ces informations soient transmises». Ouais, effectivement, alors dans ce cas-là, je reprends ce que dit Xavier, le mail reprend des données personnelles et son assistante reprend tout l'historique des mails échangés. Là, clairement, c'est un petit peu limite. Un petit peu limite. Alors, je ne connais pas trop la l'échange de ce qui est dit et cetera, mais il faut faire un petit peu attention à ce genre de pratique. C'est souvent le cas, hein, on reprend souvent des historiques de mails, et ça arrive souvent. Je le vois souvent passer. Un petit peu accéléré. Au niveau des registres, je sais pas, au niveau timing, Xavier, on est bien? On est bien là? Non, non, on va accélérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on répondra aux Ouais, questions à la fin maintenant pour ça marche. respecter OK, pour éviter le d'interrompre. timing. Ouais, je suis désolé. Je fais au plus vite. Pas de Donc au souci. niveau du registre, il y a 3 registres. Il y a le registre du responsable de traitement, le registre du sous-traitant et le registre de violation. J'ai envie de dire le plus important, ce sont les 2 premiers. En gros, les registres, ça va, compiler en fait tous les traitements que vous faites, c'est-à-dire, la gestion, de la facturation, la gestion de la donnée de vos clients, comment vous allez les contacter, quel logiciel vous utilisez et cetera et cetera. C'est un petit, enfin, c'est un travail à faire. La CNIL met à disposition des exemples de registres qui sont assez intéressants. Vous pouvez le faire tout seul, c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai un exemple ici, notamment qui reprend un petit peu, par exemple, l'envoi de marketing, comment ça se passe. Alors c'est un exemple fictif, hein, bien évidemment, mais au moins vous pouvez voir un petit peu, voilà, comment ça se passe au niveau de ces données-là. Heu, Vous avez le format n'est pas, vous pouvez avoir du Word, du Excel, des logiciels, il y a plein de formats différents, mais vous pouvez aussi en créer un, mais le plus important, c'est d'avoir un fiche de registre par traitement, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est assez compliqué à faire. Je ne peux pas passer du temps dessus malheureusement, mais c'est assez intéressant. L'analyse des données, donc en fait, c'est la phase d'audit en fait. Il faut trier et comprendre les données que vous collectez. C'est le plus important. C'est-à-dire, j'ai une newsletter, est-ce que j'ai un intérêt, par exemple, à demander la date de naissance? Est-ce que j'ai un intérêt à demander, le nom, le prénom, l'orientation sexuelle d'une personne et cetera? Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? Alors, pour une date de naissance, par exemple, ça peut être intéressant si vous voulez envoyer un bon de réduction, si vous êtes dans le marketing et que vous voulez envoyer, un mail de réduction le jour de l'anniversaire de cette personne. Ça peut être une donnée pertinente que vous avez. Enfin, vous avez analysé si les données sont sensibles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pas l'aborder ici, mais c'est tout ce qui va être données de santé, orientation sexuelle, politique, etc. Définir un périmètre de consultation. Idem, est-ce que les données du marketing doivent être accessibles au RH? Ou est-ce que les données de facturation doivent être accessibles à tout le monde? Donc, idem, c'est la même chose. Il faut définir un périmètre de consultation. Alors, je parle en interne, mais il y a aussi au niveau de vos clients ou au niveau de sous-traitants avec qui vous travaillez. Et enfin, appliquer une durée de conservation. C'est une obligation du RGPD, donc il faut une fin de vie à vos données. Vous avez trois méthodes d'archivage qu'on ne verra pas ici, mais vous avez des méthodes, on va dire, d'archivage permanent, intermédiaire et définitif.
Donc, notamment les factures. Les factures, vous devez les conserver. Xavier le sait bien, hein, vous devez les conserver. C'est 10 ans de mémoire? Xavier, c'est bien ça? Ouais, Les factures, voilà, 10 c'est ans, 10 ouais, ans. ouais. Voilà, donc, mais c'est des factures sur par exemple 2019-2018. Est-ce que vous devez les conserver sur votre disque dur où il y a un risque de fuite ou sur une clé USB qui se balade, ou alors vous les mettez proprement sur un serveur sécurisé, etc. Et si jamais un jour vous en avez besoin, vous pouvez les transmettre soit à votre client, soit en cas de contrôle fiscal, par exemple. Donc, ça fait partie aussi D'accord, mais pour des fichiers, Florian, pour Oui. des données qui concernent des clients, les clients, je ne sais pas si je vais les garder, je ne sais pas quelle est la durée de détention de mes Alors, clients dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'espère les avoir encore. Est-ce que je dois m'engager sur une durée de détention de ces données, Alors, obligatoirement? déjà, le RGPD ne fixe pas de données. C'est un peu le problème des fois là-dessus, c'est que c'est un peu, il faut fouiller un petit peu, sur les pratiques qui se font. Typiquement, un client que vous avez, vous allez conserver ses données. Ouais, Ludivine dit c'est 3 ans. Oui, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la façon dont vous conservez, de vous conserver. Mais tout va dépendre en fait de si votre client il est chez vous et vous continuez à le facturer, et cetera, il y a pas de souci, vous conservez les données, il y a aucun problème. Par contre, au bout d'un moment, votre client il s'en va pour X raisons ou il commande plus chez vous. À ce moment-là, soit il est abonné à votre newsletter, vous continuez à lui envoyer des mails, et cetera et il est OK avec ça. Par contre, si au bout d'un moment vous lui dites, vous êtes toujours dans votre base de données, par exemple au bout de 2 ans et demi, voire 3 ans, comme dit Ludivine, vous êtes toujours dans votre base de données, est-ce que vous voulez rester inscrit pour plus de facilité, pour commander plus facilement une prochaine fois, par exemple, ce genre de choses. À ce moment-là, si votre client il vous dit non, vous devez effacer cette donnée. Par contre, s'il vous dit je ne suis pas d'accord pour rester dans votre base de données avec toutes mes informations, mais je suis OK pour rester sur la newsletter, là c'est autre chose. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc voilà. Et si la relation se poursuit, là évidemment, vous n'allez pas effacer vos données, ou alors vous n'allez pas lui demander tout le temps les données. Là, faut pas non plus. Enfin, faut pas être plus royaliste que le roi. Donc au niveau des droits des personnes, donc ça va regrouper, ça va concerner tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, en fait, c'est tous les citoyens de l'Union européenne, hein, bien évidemment. Un Européen qui est par exemple aux États-Unis, pour lui, le RGPD ne s'applique pas. C'est territorial. C'est-à-dire qu'une société américaine qui veut vendre des choses à des Européens en Europe, le RGPD s'applique pour elle. C'est pour ça que ça a une dimension internationale. Donc, il existe 7 droits, vous en connaissez certains, notamment le droit d'opposition. C'est le fameux le droit d'effacement aussi, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur chacun parce que sinon on en a pour un moment. Mais c'est ces droits-là, en fait. C'est-à-dire que quand vous voulez vous désabonner d'une newsletter, ça fait partie de vos droits. Donc, il y a les fameuses mentions légales qui doivent être à jour, notamment au niveau des accès des données. Ensuite, il y a les cookies. Alors ça, on entend beaucoup parler aussi, notamment dans le marketing, parce que surtout que là, prochainement, d'ici fin mars, la CNIL va arrêter d'être gentille et va commencer à sanctionner sur tout ce qui est implantation de cookies sans le consentement de la personne. Il va y avoir aussi tout ce qui va être la notion juridique. Alors le consentement, l'intérêt légitime, notamment de demander des informations ou même l'intérêt légal. Et enfin, c'est répondre à la demande, c'est-à-dire que si vous avez une question qui vous vient d'un client ou d'un utilisateur, il faut répondre à sa demande rapidement. Il ne faut pas pas le mettre sous le tapis, c'est pas conseillé. Bon, là, je vais vous montrer des petits exemples de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose c'est une information qui n'est pas compréhensible. Bon, déjà, le langage utilisé, il est trop soutenu et trop technique. Le contenu n'est pas explicite en fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas familier avec ça, vous comprenez rien en fait à quoi sert ce champ de texte. Tandis que ça va être beaucoup plus technique, ça va être beaucoup plus simple. On a des liens qui renvoient vers comment on utilise les données personnelles, quels sont vos droits, les façons d'exercer. Ce sont des liens cliquables et le langage utilisé est beaucoup plus simple. Je déconseille toujours, lors de mes formations, d'utiliser des langages trop compliqués et parce que ça perd l'utilisateur en fait. Et l'utilisateur, il cherche de plus en plus comment dire, il cherche de plus en plus à avoir une connaissance rapide et compréhensible du sujet. Là, c'est un exemple que j'avais eu récemment. Pour moi, c'est trop approximatif pour une newsletter.
Alors, c'est-à-dire que je dois cocher pour ne pas recevoir les offres commerciales. Par contre, là, je dois recocher. Donc, c'est la même fenêtre, hein. C'est si je veux cocher, si je veux recevoir des propositions commerciales des partenaires, par contre, là, je dois cocher la case. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle c'est un peu un dark pattern, c'est-à-dire qu'on force une personne à fauter pour qu'elle puisse transmettre ces informations-là. Encore une fois, ça, c'est très, très limite. Mais je déconseille de faire ça, de vous inspirer, ne vous en inspirez pas. Ça, c'est ce que j'avais eu sur une réservation de forfait de ski jour. Et notamment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour la newsletter. Ben voilà, là, par exemple, c'est l'exemple de la CNIL. La CNIL nous dit ben, qu'est-ce que je donne comme information. Donc là, il y a toutes ces informations-là qui sont demandées. Et juste en dessous, il y a un texte qui indique qui va collecter ces informations, les partenaires, etc. On n'est pas obligé d'être aussi exhaustif et de faire ça sur une grosse fenêtre, mais il faut que ce soit lisible quand même et accessible à la personne. Donc là, et donc, ça, c'est intéressant. C'est un exemple parce que oui. Pour ceux qui nous écouteraient en podcast et qui ne voient pas l'image, simplement je précise, donc sous un champ sur lequel figure le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone, la date de naissance, il est précisé, nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des publicités concernant des produits analogues à ceux que vous commandez. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous. Et à côté de la case ci-dessous, il y a une coche avec « Je refuse que la société ABCD me propose des courriels de produits analogues ». Donc, on voit bien tout ça marqué en minuscules. Hein. Donc, on voit bien en effet que quelque part, on se met en opt-in, c'est-à-dire en situation d'accepter, sauf manifestation de son refus, le fait de recevoir des éléments publicitaires, etc. Alors ça, est-ce que c'est toléré par la CNIL ou pas? Alors c'est un exemple de la CNIL en fait. C'est un exemple de la CNIL, donc du coup, ouais, ça c'est un exemple de la CNIL en fait. Ça c'est totalement un exemple de la CNIL. Donc du coup, par rapport à ça, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que est-ce que les données doivent être transmises là-dessus, enfin doivent être transmises à vous directement ou aux partenaires. Moi, ce que je conseille, c'est souvent de bien détailler. C'est-à-dire que je veux recevoir cette adresse mail-là, je veux recevoir cette information-là, moi, comment dire, de la part de Sobiz, par exemple. Mais si je veux être contacté par un partenaire de Sobiz, à ce moment-là, je peux en faire la demande, en fait, tout simplement. OK? OK. Et pareil, le téléphone et la date de naissance ne sont pas obligatoires. Quand on clique sur le petit i, le téléphone va servir notamment pour l'adresse de livraison. C'est-à-dire, ça peut être intéressant pour une adresse de livraison. Quand je dois livrer, le téléphone doit être indiqué pour une facilité de livraison. Et idem pour la date de naissance, ça peut être pour un bon de réduction, par exemple. Alors après, on va passer aux acteurs du recueil de consentement. Ça, c'est si vous avez un site internet. Vous avez souvent, c'est les fameux bandeaux cookies. Alors, il n'en existe pas que 3, là, c'est juste un petit exemple. Il y a Acceptio, Metomic et Quantcast. Acceptio, c'est, on va dire, mon préféré parce que c'est le plus simple. C'est le plus user-friendly, je trouve. Commence à être utilisé par pas mal de monde, notamment Carrefour qui s'est fait condamner, est allé chez eux pour se mettre en conformité. Alors, il y a du payant, il y a du gratuit, hein, ça dépend effectivement du volume que vous avez sur votre site. Mais c'est juste pour les cookies, ça, attention, hein, c'est pas pour tout ce qui va être newsletter, etc. Donc ça, ce sont des plugins qui viennent se mettre sur le site et qui permettent de se mettre en conformité, c'est ça? Tout à fait. En fait, ça, ce sont des plugins qu'on rajoute pour pouvoir, pouvoir démontrer en fait que la personne, avant de venir sur le site, elle a accepté ou refusé certains cookies. Alors notamment, quand vous arrivez sur un site et que vous avez de suite une fenêtre qui pop pour vous demander est-ce que vous voulez converser avec cette personne, normalement, on doit attendre que le plugin s'installe. Donc, on doit accepter ce plugin pour que ça s'installe. Ce qui est bien avec ces plugins-là, vous pouvez dire, si jamais vous refusez, l'utilisation du site ne sera pas optimum. Il ne faut pas non plus que ça empêche, attention, il ne faut pas que ça empêche la navigation fluide sur le site, parce que sinon, c'est pas bon. Il faut pas que ça empêche l'utilisation normale du site. Ensuite, là, c'est un petit volet sécurité, la sécurité dans son ensemble. Donc, le risque zéro n'existe pas, c'est-à-dire que si un jour vous faites voler des données,
la CNIL ne va pas vous condamner pour ça. En fait, elle va surtout vous condamner si vous avez fait, entre guillemets, n'importe quoi. C'est-à-dire si vous avez fait, comme l'agence immobilière par exemple tout à l'heure, si vos données étaient un peu aux quatre vents. Il faut un minimum d'hygiène informatique. On ne donne pas ses accès à n'importe qui, etc. Le post-it avec le mot de passe sur le post-it, etc. Ça, on oublie. On utilise des gestionnaires de mots de passe, ça existe. Il y a même des gestionnaires intégrés dans les navigateurs pour ça. Donc là, on arrête avec les mots de passe sur les post-it, s'il vous plaît, surtout si vous travaillez à plusieurs. Sauvegarder aussi, c'est très important. Il faut vraiment sauvegarder les données. Alors, ça demande un minimum, pareil, d'hygiène informatique, mais si vous perdez des données, ça peut vous être pas condamnable, mais il faut faire attention par rapport à ça. Surtout que vous, ça peut impacter votre business aussi, quoi, surtout ça. Et enfin, un signalement à la CNIL dans les 72 heures, ça c'est obligatoire si jamais il y a une tentative d'intrusion ou un vol de données manifeste, où vous vous êtes rendu compte, vous avez 72 heures en fait pour le signaler à la CNIL. Il y a un petit formulaire sur la CNIL. Enfin, en résumé, ça y est. En résumé, il faut nommer un DPO, que ce soit vous, un salarié ou une personne externe, si vous avez vraiment des données que vous consultez pardon. Si vous traitez DPO, ça veut dire énormément de quoi, données. Florian? Ah, pardon, DPO, c'est Data Protection Officer. En français, le DPD, c'est le délégué à la protection des données. J'en ai pas trop parlé, parce que pour les petites structures, généralement, on ne demande pas à ce que ce soit obligatoire. Moi, je conseille toujours d'en nommer un, histoire qu'il y ait un point d'entrée, une personne qui est désignée. Oui, voilà, ce que dit Divine, exactement, une personne qui est désignée pour dire, ben voilà, ce point d'entrée-là, si vous avez des questions, je suis le point de contact pour répondre à vos questions sur les données. Alors par contre, ce ne doit pas être un homme de Et paille. donc, Hein, quand on est seul, est-ce que c'est le dirigeant qui est DPO ou est-ce que ça peut être, par exemple, le responsable informatique, un conseiller externe? Est-ce que, oui, ça peut être quelqu'un d'externe? Ouais, ça peut être une personne externe, comme vous, par exemple, qui êtes expert comptable et qui vous gère la comptabilité d'une entreprise. Vous pouvez avoir un DPO qui est l'expert des données en fait que la société doit gérer. Alors, attention, je vous déconseille quand même, enfin, si vous avez très peu de données, je vous déconseille quand même de passer par un DPO, etc. Il vaut mieux vous le gérer, même vous faire former pour gérer ça, plutôt que de nommer quelqu'un. Ça risque de vous coûter, ça risque de vous coûter très cher. Par contre, si vous gérez énormément de données, là, par contre, à ce moment-là, je vous conseille quand même de nommer un DPO. Et donc voilà, donc si c'est la personne, pour répondre à ta question, ça peut être effectivement le responsable. Je déconseille, personne désignée d'office, tout à fait. Si vous êtes tout seul, je vous déconseille je vous déconseille par contre de nommer le RSI, enfin le responsable informatique, parce qu'il est un peu jugé parti, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne peut pas trouver, entre guillemets, des solutions aux problèmes que lui-même a installés. C'est un petit peu compliqué là-dessus. Alors qu'on aurait tendance à le désigner lui. Et ouais, mais on a tendance à le désigner lui parce que c'est le côté informatique, donc du coup, il en sait plus. Généralement, le DPO et le RSI bossent ensemble. Et ce sont deux personnes distinctes, à moins que ça soit très fort à séparer en deux, mais c'est pas possible. Sensibiliser ses collaborateurs et sous-traitants. Donc là, c'est par de la formation, des bonnes pratiques à connaître. On peut faire signer une charte aussi, notamment auprès de ses collaborateurs, notamment en ce moment avec le télétravail, c'est important. Donc on peut faire signer une charte de télétravail qui peut être on va dire, contraignante. Cartographier les données personnelles. Donc qui a accès, comment, etc. Prioriser les actions à mener. Les actions à mener. Qu'est-ce qui va être urgent en fait à mettre en place? Parce que ça aussi, vous ne pouvez pas être en conformité du jour au lendemain. Donc il faut vraiment se dire, bon, là j'ai un problème, je sais que ces données-là, ça ne va pas, et je vais être en priorité, je vais mettre en conformité là-dessus en priorité. Et après, au fur et à mesure, je mettrai en conformité sur le reste. Auditer les process internes ou continus. Donc, c'est faire attention à des changements ou à des nouveaux outils. C'est-à-dire que si on a un nouveau produit qui va être lancé et que la méthode de collecte va changer, à ce moment-là, il faut auditer ces process-là en continu, c'est-à-dire de les mettre à jour ou les supprimer ou alors en rajouter. Et enfin, documenter sa conformité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les registres. C'est le plus important, en fait, c'est-à-dire que le jour où vous avez un contrôle de la CNIL, on va vous demander, en fait, qu'est-ce que vous avez fait pour être en conformité. Donc là, j'ai des petits exemples, notamment pour du coaching. C'est
un client donc, qui est coach, il va avoir des données clients. Donc, on va voir comment la méthode de prise de contact, comment il fait. Est-ce que c'est du phoning? Est-ce que ça va être sur LinkedIn? Est-ce que ça va être par mail? Est-ce que ça va être du client professionnel ou particulier? Là aussi, ça va un petit peu tirer. Est-ce que la fiche de données est à jour de cette personne? Est-ce que j'ai bien son consentement, etc. Ensuite, avec mes clients, est-ce que le contrat de prestation et les clauses sont à jour? Et enfin, au niveau de mes durées de conservation, est-ce que ce client qui n'est plus là, je dois encore conserver ces données ou pas? Et après, il y a aussi le site internet. Si vous avez un site internet avec les données collectées, bah, ça va être tout ce qui va être politique de cookies, on en a parlé. La gestion des mails de contact, pareil, idem avec Mailchimp, ce genre de choses. Le tracking des utilisateurs, ça c'est un autre débat aussi, avec tout ce qui va être tracking Facebook, Google Analytics. Et enfin, la vente en ligne et la conservation des données que vous pouvez avoir de vos clients. Et on arrive au bout de cette petite présentation. Moi, j'ai une grosse question. Avant de clôturer le webinaire, si mes clients sont que des entreprises, est-ce que tout ça me concerne? Moi, j'ai entendu dire que le RGPD, c'était que si j'avais des particuliers comme clients. Donc, si mes clients sont que des entreprises, est-ce que je suis concerné par tout ça? Au bout d'un moment, on est forcément confronté à la donnée personnelle, en fait. C'est-à-dire que vous allez soit avoir un numéro de téléphone, vous allez soit avoir un nom, vous allez avoir des données, en fait, qui vont, pouvoir retraiter, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe sur la donnée B2B ou B2C, au début, c'est ce que je me disais aussi, c'est que je vais pas pouvoir, on va pouvoir différencier les deux principes, on va pouvoir différencier les deux. Mais c'est pas, pour moi, c'est quasiment impossible, même si on traite du B2B, même si on fait que du B2B, pour moi, c'est quasiment impossible de se dire je n'aurai que de la donnée d'entreprise inexploitable en cas de fuite et en cas de fuite de données, par exemple. Clairement, pour moi, c'est D'accord. Donc, dans la donnée entreprise, en fait, c'est la donnée des individus. Évidemment, quand j'ai des données d'entreprise, j'ai souvent un dirigeant, un commercial, un interlocuteur. Exactement. Et c'est ces Et on va forcément données-là. avoir son prénom. C'est ça. Exactement. Ok, super clair. Très, très, très bien. Bon, ben écoute, merci.